Il est avec nous sur ce plateau. Enjeux politiques en République démocratique du Congo entre débat sur la Constitution et dialogue. C'est donc la thématique avec laquelle nous allons échanger. Lui, c'est Maître Dany Tchamala, analyste politique ici en République démocratique du Congo. Il portera les analyses autour de cette thématique placée quant à l'actualité, puisque vous le savez aujourd'hui, la question de la Constitution divise d'abord la classe politique, mais aussi la question arrive quand même à alimenter l'opinion publique en République démocratique du Congo. Après les pourparlers à Bujumbura, les opposants reçus par Évariste Ndayishimiye de retour. Les opposants annoncent en tout cas une mobilisation le 22 juillet prochain. Ils disent qu'ils sont prêts à vouloir dialoguer, mais toutefois il faudrait exclure la question du débat de la Constitution. On verra en tout cas tout. On va quand même étayer tous ces contenus dans ce sens. On va avec lui. Dany Tchamala, bonjour. Bonjour, madame. Très heureux de vous avoir, moi et Carlos, sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est moi d'ailleurs qui dois vous remercier parce que vous avez quand même manifesté votre considération à ma personne, en me donnant l'invitation pour que nous puissions partager avec les Congolais qui vous suivent sur les questions d'actualité et surtout à ce qui concerne la politique en République démocratique du Congo, les débats qui se passent à ce qui concerne la Constitution et puis le dialogue par rapport aux démarches de certains politiciens. Donc je suis tout à fait disponible ou disposé à répondre à toutes les questions qui seront posées, mais je commence d'abord par saluer nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble avec eux, ainsi que tous ceux qui sont dans des provinces différentes de la République démocratique du Congo qui suivront cette émission. Je les salue aussi. Merci bien. La salutation est arrivée à bon pont. Je vais quand même le dire comme ça. Alors, débutons, ouvrons ces débats autour de la question, autour de la thématique du jour. Maître Dany Tchamala, est-ce que par rapport au tableau que présente le fait aujourd'hui en République démocratique du Congo, le référendum constitutionnel est toujours nécessaire? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Nous devons ici faire la part des choses. Ok. Nous devons faire la part des choses. Jusque-là, en République démocratique du Congo, on n'a pas dit qu'on va organiser un référendum. Il y a toujours des supputations de gauche à droite lorsque un député national, dans sa mission pour laquelle il a été élu, a déposé une proposition de loi, un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette loi a été votée, envoyée au Sénat pour la seconde lecture, envoyée au président de la République pour sa promulgation, et le président a envoyé cette loi au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi. Et les politiciens, comme ils veulent bien dramatiser les choses, ils ont saisi cette occasion pour dire que voilà, on est en train d'organiser le référendum, bientôt on va changer la constitution et tout ça. En suivant le député qui avait déposé cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, il a dit que c'est pour combler les vides qui étaient dans notre argumentation juridique en République démocratique du Congo. Alors, je ne vois pas où est-ce que les gens commencent déjà à discuter sur le référendum et tout ça, tout ça. Mais toutefois, je peux dire ceci, l'organisation du référendum, c'est quelque chose de très bien parce que nous sommes dans un État démocratique qui est la République démocratique du Congo, où le pouvoir appartient au souverain primaire qui est le peuple. Alors, lorsque vous voulez décider sur une question essentielle, il faut recourir à ce peuple pour que ces derniers puissent se prononcer parce que vous êtes en train de prendre des décisions sur leur survie. Mais vous parlez quand même du non-dit. Et si les opposants arrivent quand même à comprendre ou à dénicher ce petit mystère, disons que non, le processus conduira toutefois à la tenue d'un référendum, d'autant plus que la loi a été votée au niveau de deux chambres du Parlement, et bien aujourd'hui le pouvoir ne revient qu'au chef de l'État à organiser ou pas ce référendum. Je suis en train de dire ici que le président de la République ne s'est pas encore prononcé ouvertement sur le changement de la Constitution. C'est un débat qui est sur la place publique
alimenté par les deux camps, l'opposition, la majorité, voire même la société civile, tout le monde a le droit de réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur le changement de la Constitution lorsqu'on constate que dans la marche de notre République, il y a quelque chose où il y a des choses qui ne marchent pas, où il y a une compréhension qui n'est pas tout à fait correcte? Je prends un exemple de ce que je viens de dire par rapport à la compréhension qui n'est pas tout à fait correcte. Vous allez voir que notre Constitution dit que la politique, la politique est déterminée par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dirige la politique de la nation. Et maintenant, vous allez voir que tout ce qui se passe dans la cité, c'est le président de la République. Lorsqu'il y a un accident, c'est le président de la République. Lorsqu'il y a la pluie, des inondations, c'est le président de la République. Lorsqu'il y a ceci, il y a cela, c'est le président de la République. Mais voilà que dans la pratique, c'est ça ce qui s'est dit, mais vous verrez sur nos textes que nous avons, c'est une responsabilité qui incombe au Premier ministre parce que c'est lui qui gère au quotidien le gouvernement. Maintenant, avec ça, vous allez comprendre que nous avons la différence de compréhension entre les textes et ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui est mieux à faire, c'est de faire de sorte que ce que nous réfléchissons, ce que nous reflétons comme culture, comme quoi que ce soit, puisse être conforme à la Constitution. Aujourd'hui, lancer le débat sur le changement de la Constitution, ce n'est pas un tabou. Et cela ne peut pas empêcher à ce que les opposants ou les non-opposants puissent vivre ensemble ou puissent réfléchir, regarder dans le même sens sur le développement du pays. Je ne vois pas le pourquoi ils peuvent commencer déjà à s'agiter, mais bon, c'est un débat politique. Comme il y a l'opposition, il y a la majorité. Si aujourd'hui le référendum est organisé, c'est le peuple qui va se prononcer. Si le peuple est du côté de l'opposition, ils vont gagner. Et si le peuple est du côté de ceux qui gèrent aujourd'hui, ils vont gagner. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. C'est que c'est la loi de la majorité qui doit dominer, qui doit dicter la marche à suivre sur la minorité. Même si cette majorité s'engage sur une voie qui paraît être à l'encontre de la population, du coup, j'introduis directement ma question, Dani Chamala. Et quelles seraient donc les conséquences aussi politiques et sociales d'une telle initiative si on arrivait quand même à vouloir tenir un référendum ici en République démocratique du Congo? Si on arrivait aujourd'hui à organiser le référendum, ce n'est pas pour la première fois. Je crois que nous avons déjà eu à passer des moments comme ça en 2006, je crois, en 2005. Le référendum était organisé en 2005 parce que la Constitution a été promulguée en 2006, je crois au mois de février, le 16. C'est après avoir passé par le référendum, les oui l'a emporté. Je vous donne même le résultat, c'était 51-49. Ouais. Le débat était tellement équilibré. Et je crois que cette démarche avait permis aux gens, aux Congolais, de comprendre d'abord c'est quoi le référendum et l'objectif du référendum c'est quoi et comment ils peuvent s'exprimer et tout ça. Si aujourd'hui la majorité s'engage sur cette voie-là et que la population trouve que le référendum ou la position de la majorité n'est pas conforme ou ne bénéficie pas ou ne rencontre pas leurs assentiments, vous comprendrez qu'ils vont voter non. Mais s'ils trouvent que c'est une bonne voie, parce que celui qui va nous dire que c'est une bonne voie, c'est la population. C'est la population, parce que quand c'est pas une bonne voie, la population voit que non, ici, ce n'est pas bon, là-bas c'est bon, donc nous allons du côté où c'est bon. Ils ne peuvent pas voir que le référendum va nous amener dans une crise et voter oui, alors que nous allons dans une crise. Ils ne peuvent pas aussi voir que si on ne vote pas oui au référendum, la constitution conflictuelle que nous avons aujourd'hui va demeurer et le pays restera toujours dans cet état et dire non à cette constitution au moment où les choses semblent aller dans leur faveur. C'est comme ça que moi j'ai dit, sur le plan social et autres, ça n'a aucun impact si effectivement, les gens ont compris le pourquoi nous devons effectivement aller au référendum. C'est tout simplement restituer le pouvoir auprès de ceux qui le détiennent par nature. Bon, moi je pense que j'ai une petite question, une courte question, c'est sur en fait la démarche de dialogue, ils ont opté pour le dialogue. Alors oui. Comment trouvez-vous cette démarche? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à leur démarche de proposer un dialogue, tandis qu'au début ils le refusaient? Merci beaucoup pour cette question. Nous devons faire la part des choses. Le référendum ou les démarches pour le changement de la Constitution, c'est pour la survie
de tout un peuple. Ok. Tandis que le dialogue, c'est une démarche politique de positionnement. Donc, c'est-à-dire que les politiciens... est à la Oui, recherche de Oui, son- voilà. Oui, ils sont à la recherche. Oui, ils sont à la recherche de leur positionnement. Ok. C'est comme ça que vous avez vu toutes les démarches là. Ce sont les démarches qui sont dans la politique, dans la logique de la politique du chaos. Vous savez, la politique du chaos, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui a besoin, par exemple, de prendre le micro que nous avons ici, mais il ne sait pas le faire. Mais s'il y a un chaos ici, il peut le récupérer facilement. C'est-à-dire qu'il peut amener les grenades, il jette ici, nous tous nous allons sauter. Et en sautant, nous allons laisser le micro. Et lui récupère le micro, il part. En d'autres termes, c'est ce que les terroristes font. À l'est de la République démocratique du Congo, ils amènent des armes, des bombes, des missiles et tout ça. Lorsqu'ils ils tirent, la population qui occupe cet espace-là va se déplacer. Et en se déplaçant, ils commencent à exploiter le minerai. C'est la politique du chaos. Et c'est ce que aujourd'hui les démarches de dialogue est en train de chercher pour mettre en place. Vous comprenez? Alors que nous avons des institutions légitimes. Donc, on dit que pour vous, le dialogue, vous n'êtes pas d'accord pour quand même vouloir entamer ce processus du dialogue parce que ça profiterait aux uns au détriment de toute une population. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur un fait. Ah, ok. Nous avons une Assemblée nationale, nous avons le Sénat, et c'est là que tous les débats se passent. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition, il y a la majorité. Au sein de l'Assemblée nationale, toutes les questions qui doivent être discutées au sein de l'Assemblée nationale, parce que ce sont eux qui ont reçu le mandat, la représentation du peuple. Organiser les dialogues en dehors de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous allez discuter avec qui? Vous allez discuter avec certains membres ou certains présidents des partis politiques ne mettent qui pas n'ont aucun mandat. Que la question soit en tout cas contextualisée et ramenée au débat au niveau des chambres du Parlement et juste il vous propose une recette à vous d'adopter ou du reste si vous voulez bien que les deux partis se retrouvent. Je vous dis madame que ou le problème. Les démarches de dialogue, ce sont des démarches des politiciens. Pas des démarches des hommes d'État. Ce sont des démarches des politiciens qui cherchent à accéder au pouvoir par des voies raccourcies. Vous comprenez? Or, les hommes d'État réfléchissent l'existence de la République démocratique du Congo. Mais cette réflexion dans 30, dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo? Lorsque vous parlez de la réflexion, on revient au même quand même. On revient à la question du dialogue J'ai dit ceci, que la démarche de dialogue, c'est une démarche des politiciens. Tandis que la réforme de la Constitution, c'est une démarche pour la survie ou l'existence de la République démocratique du Congo. Lorsqu'ils souhaitent à ce que nous puissions dialoguer, c'est ce que j'ai dit ici, qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Et tous ces gens-là sont représentés au sein de l'Assemblée nationale. S'il y a des questions à discuter, on peut poser ces questions au niveau de l'Assemblée nationale. Ils vont discuter parce que là, tout le monde est représenté. Mais prendre quelques individus qui disent que nous parlons au nom du peuple, alors qu'ils avaient même échoué au niveau des élections, les élections législatives. Mais ils ont quelle légitimité pour parler au nom du peuple? Vous voyez un peu, le peuple dont on parle ici, c'est seulement sa femme, ses enfants et ses amis. Je prends un exemple. Oui, mais c'est ça. Vous réduisez le débat à ce point, je prends un exemple. Non. Je prends seulement un exemple. Prenons cette histoire ici de C64. C'est quoi C64? Oui, C64. Coalition, article 64. Voilà. Lorsque les invitations sont arrivées pour aller à Bujumbura, aller prendre du café. C'est prendre du café. Parce qu'il y a certains qui ont été filmés dans des boîtes de nuit et puis dans des restaurants en train de prendre du café. Vous affirmez vos propos sur ce plateau de 120. Oui, je confirme. D'accord. Il y a d'autres qui ont été filmés même dans des boîtes de nuit, d'autres dans des restaurants en train de prendre les poissons, alors que la population ils se disent défendre, cette population-là n'a même pas pris du pain. Quelle est la question de la population qui a été posée là-bas lorsqu'on vous dit que non, on doit ouvrir la brèche pour que nous puissions nous retrouver aux affaires? C'est avec la population que vous allez vous retrouver aux affaires ou bien c'est vous-même, quand vous êtes là avec votre famille, votre femme et vos proches, même vos petits copains? C'est ça aussi le problème que nous devons éviter. Vous allez voir que lorsqu'ils ont entamé cette démarche-là, ils sont allés à Bujumbura. Ils avaient quel mandat?
déjà au sein même de ce regroupement politique ou de cette plateforme, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que non. Des cassures en Voilà, interne. il y a déjà des cassures à l'intérieur. On les reproche de quoi? Non, mais vous êtes allés là-bas. Au retour, au lieu de venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comme ça, nous allons réfléchir ensemble. Vous commencez à faire des déclarations d'une manière séparée. Vous comprenez un peu? Donc chacun est en train de chercher à être leader dans son coin et faire valoir beaucoup plus ses intérêts à lui que les intérêts du peuple. Vous voyez, le manque de mandat là, de représentation du peuple, ça pose un problème. Et quelqu'un s'élève aujourd'hui, même s'il a un parti où il y a seulement lui, sa femme et ses amis, un parti comme ça qui n'a jamais atteint même 500 membres, mais il vous dit que je parle au nom du peuple. Je parle au nom du peuple. C'est comme ça que la loi sur le référendum est venue combler cette affaire-là. Je parle au nom du peuple. Nous remettons alors le pouvoir au peuple, que ce peuple-là pour qui vous parlez puisse se décider. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Les démarches dont on est en train de faire allusion là, ce sont des démarches tout simplement pour le positionnement, comme je venais de le dire ici. Il n'y a rien de Dany Chamana, sérieux puisque vous ouvrez quand même la fenêtre de Bujumbura, comment vous arrivez à expliquer ou à interpréter, en tout cas, les questions qui doivent être traitées ici en République démocratique du Congo, puisque ça concerne le pays, mais malheureusement, les questions à la RDC sont traitées ailleurs. Et facilement, nous avons un groupe de gens qui s'inclinent, voulant traiter la question du pays ailleurs et être convaincus ailleurs, alors qu'on pouvait quand même trouver un consensus ici, à l'intérieur du pays. C'est ici que je salue la sagesse du président Félix Tshisekedi et de leur plateforme l'Union pour la Nation, l'Union sacrée. L'Union sacrée. Madame, vous avez posé une très bonne question et c'est ça ce qu'il faut réfléchir. Le président Félix Tshisekedi avait appelé ici, en République démocratique du Congo, les membres des partis politiques, toutes les classes confondues, de venir, et on avait appelé ça les concertations. Il avait initié des concertations pour rencontrer toute la classe politique de la République démocratique du Congo. Regardez maintenant, comme c'était initié par le président Félix Tshisekedi, il y a ceux qui sont partis et d'autres ont refusé. Quasiment l'opposition n'a pas foulé ses pieds. Oui, ils ont refusé. Mais ceux qui avaient accepté, ils sont partis aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils sont en train de marcher avec Félix Tshisekedi. Mais lorsque un étranger vient, vous voyez un peu le problème. Lorsqu'un étranger vient, il vous dit que non, venez chez moi. Vous prenez plus vite des valises et vous faites même des photos et des images. Vous publiez sur le Facebook que non, on nous a appelés par le président Ndayishimiye. Et ils étaient contents parce que c'est le président Ndayishimiye qui les a appelés. Arrivés là-bas, on les a grondés. Et maintenant, en retour... Vous avez quand même les informations en interne? Mais oui, j'ai des informations. Vous y étiez sur place? J'ai des informations. Je vous donne, je continue. Arrivé là-bas, on les a grondés comme des petits enfants. Non. Et maintenant, ils trouvent que ils n'ont rien à dire ou rien à faire. Ils retournent maintenant, ils disent non, nous voulons les dialogues, mais que ces dialogues soient convoqués par Tshisekedi. Mais vous êtes en train de parler quoi? Et vous faites quoi en politique? Si vous ne savez pas quand même garder une position ferme, si vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas une boussole, mais vous allez vous perdre à tout moment. Ils avaient commencé les bruits ici, les 8. Tshisekedi doit démissionner. Il a violé la Constitution sans déterminer la disposition. Si vous posez la question, ils vont vous dire l'article 74, parce qu'il a prêté serment de respecter la Constitution et de tout ça. Mais quelqu'un qui a prêté serment de respecter la Constitution, il continue à la respecter. Où est-ce qu'il a violé la Constitution? Vous entêtez dans cette procédure de vouloir arriver à toucher à la Constitution parce que vous avez devant vous une opposition qui ne fait pas le poids. Je vais quand même savoir. L'opposition ne fait-elle pas le poids face au régime Tshisekedi? La souffrance dans ce pays, c'est qu'en face, il n'y a pas une opposition. En face de Tshisekedi. Voilà pourquoi vous vous entêtez quand même. S'il y avait une bonne opposition, vous voulez vous arrêter. S'il y avait une bonne opposition, voilà ce que cette opposition allait faire. Parce que l'opposition, son rôle, c'est quoi? C'est jouer les contrepoids du gouvernement. Faire les contre-propositions. Le gouvernement ou la majorité en place propose le changement de la Constitution. Et l'opposition, qu'est-ce que l'opposition allait faire? L'opposition allait amener ses propositions. Dire que non, vous voulez changer la Constitution, voilà ce que nous proposons par rapport au changement de la Constitution.
Voilà, c'est ça accepter cela et puis proposer. L'opposition ne vient pas pour dire non, non. Mais vous regarderez toujours, vous suivrez même dans tous les discours de tous ces opposants-là. Vous lui dites que non, aujourd'hui vous allez accéder à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, il y aura des réformes institutionnelles. Or, les institutions que nous avons, ce sont des institutions qui sont dans la Constitution. Quand vous allez les réformer, c'est-à-dire vous allez faire quoi? Vous allez toucher la Constitution. Mais en touchant la Constitution, vous n'avez pas fait ce que Tshisekedi est en train de faire. Les réformes constitutionnelles sont bonnes pour être initiées par une autre personne, mais sauf Tshisekedi. On s'oppose à quoi? C'est qu'on s'oppose à un individu au lieu de s'opposer à un régime ou soit à un système. Qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition menée par Délice Sanga, Jean-Marc Yabound, Martin Fayulu et autres? Qu'est-ce que vous reprochez à ce groupe d'opposants aujourd'hui formant un bloc C64? D'abord, nous les reprochons le fait de ne pas connaître c'est quoi l'opposition. Le fait de ne pas savoir c'est quoi l'opposition. Je peux vous dire, madame, ici, je prends quelques opposants dans ce pays qui ont déjà mené le combat et ces combats ont porté le fruit. Je prends l'exemple d'Antoine Gizenga. Je prends l'exemple d'Etienne Tshisekedi. Le combat, c'était quoi? Le combat, c'était que dans ce pays, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Dans ce pays, il faut qu'il y ait multipartisme. Dans ce pays, il faut qu'il y ait un état de droit. Dans ce pays, il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Et tout ce combat-là, aujourd'hui, ont porté les fruits. Nous avons plus de 500 partis politiques dans ce pays. Nous pouvons dire que ces gens-là étaient des prophètes. Et ils ont fait une opposition. Et aujourd'hui, cette opposition a porté les fruits. Aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression. Sur nos plateaux ici, il y a des opposants, il y a de la majorité. Nous discutons avec eux ensemble, on sort, on se salue et tout ça, tout ça. Vous allez voir que dans ce pays, lorsque il y a des infractions commises, que ce soit par un ministre, que ce soit par un général ou qui que ce soit, il est présenté devant la barre en train de se justifier. Il y a même des ministres qui sont en prison aujourd'hui. Et ce sont des choses qui ne se passaient pas, qui ne se faisaient plus. Parce qu'on était dans des régimes des gens les plus forts. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le combat mené par les deux que j'ai cités d'abord là, parce qu'il y en a aussi d'autres, il n'était pas le seul. Les deux seulement que j'ai cités là, ce combat-là a porté les fruits. Mais aujourd'hui, ces gens que nous appelons les gens de l'opposition, ils militent pour quel combat? Voilà des gens qui ne savent même pas comment mais chaque opposition a son style, chaque opposition a sa stratégie. D'abord, ce n'est pas le problème de style. Cette opposition, la stratégie appliquée reste la bonne. Ce n'est pas le problème de style. Ce n'est pas le problème de style, ce n'est pas le problème de stratégie. D'abord, la vision de l'opposition, c'est quoi? L'opposition est en train de chercher quoi? Cette opposition-là cherche quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à ce pouvoir actuel si ce n'est seulement que non, l'intention de s'éterniser au pouvoir, il faut qu'il quitte, que nous aussi nous puissions. Mais ils évoquent quand même aussi un échec sur le plan social. On parle de ces problèmes liés au chômage, on parle de ces problèmes liés au vécu quotidien, un social aussi désastreux, qu'on doit se dire, un tableau sombre que présente le fait par rapport au régime Tshisekedi, malheureusement, qui aujourd'hui ne satisfait pas aussi plus d'un Congolais. Madame, je suis en train de venir pour vous dire ceci. Lorsqu'il y a plus de 8 millions d'enfants qui ne savaient ni lire ni écrire, aujourd'hui ils peuvent lire, aujourd'hui ils peuvent écrire. Vous allez dire que ce régime a échoué, le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, lorsque nous avons le port à eau profonde, vous allez dire que ce régime a échoué. Aujourd'hui, lorsque nous avons commencé à voir les trains, la société SNCC, renaître de ses cendres, vous allez dire que ce régime a échoué. Aujourd'hui, sur les drapeaux de la République démocratique du Congo, a flotté à la Coupe du Monde. Vous allez dire que ce régime a échoué. Lorsque vous avez le tout premier vol inaugural de... Voilà, aujourd'hui, lorsque vous avez un vol d'Air Congo qui atterrit à Bruxelles, alors que nous étions sur la liste noire, vous allez dire que ce régime a échoué. Ça, ce sont des faux fouillants et ce sont des... on appelle ça des manipulations. N'est pas bien présenté. Oui, ce n'est pas bien présenté. Okay. C'est la manipulation. On est en train de manipuler le peuple. Moi, ce que j'ai toujours refusé, nous ne devons pas faire de la misère de cette population notre sujet de commerce.
Nous ne pouvons pas commencer à utiliser les souffrances du de peuple cause. pour dire que non, voilà, c'est la souffrance de ce peuple a commencé avec Tshisekedi. Madame, dans ce pays, Tshisekedi n'a que 8 ans au pouvoir. 8 ans. Tshisekedi a 8 ans au pouvoir. Mais pendant que Tshisekedi a 8 ans au pouvoir, nos rails, les rails de Kinshasa, ont cessé de fonctionner plus de 15 ans. Le rail de Kinshasa, plus de 15 ans, ils avaient cessé de Là, fonctionner. vous voulez quand même intervenir sur le lancement du trafic. Mais voilà, mais voilà. Donc, quand quelqu'un fait des choses comme ça, vous, l'opposition, vous dites que non, la souffrance que nous avons, c'est Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on avait des problèmes ici, les bateaux s'arrêtaient seulement à Pointe-Noire. Et les bateaux qui pouvaient arriver dans nos ports ici, ce sont des petits bateaux. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir n'importe quel bateau ici en République démocratique du Congo. Vous trouvez que ce régime-là a échoué? Donc, il y a quand même quelque chose qui est fait, mais c'est dit ce n'est pas tout ou ce n'est pas suffisant. Parce que le Congo, c'est un pays de plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir par bâton magique, vous commencez à dire que non, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, avec le budget que nous avons, mais sans oublier aussi la guerre qui nous est imposée par le Rwanda et qui est soutenue par certains opposants de la République démocratique du Congo. Okay. Vous trouvez que avec ça, on peut améliorer facilement les vécus quotidiens de la population? Carlos, on reste là. Vous avez quand même frôlé. On va avoir plus d'explications. Lorsque vous dites que non, la guerre à l'Est est soutenue par les opposants. Vous voulez accuser l'opposition qui fait le combat contre le régime Tshisekedi ici, en RDC, aussi complice des ennemis, supplétifs du M23 et l'armée rwandaise? Comme vous parlez de la complicité, je vais vous dire ceci. Vous savez, la complicité ou la participation criminelle, c'est lorsque vous apportez une aide à quelqu'un qui cherche à commettre une infraction ou qui commet une infraction. Sans votre aide, cette infraction-là ne se commettrait pas. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, le discours du Rwanda aujourd'hui, qui agresse la République démocratique du Congo, est relié par qui? C'est relié par les M23, AFC M23, et certaines organisations, certaines plateformes politiques de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on vous dit que non, Tshisekedi n'a pas gagné des élections, ça vient de la bouche de Kagame. Kagame vous dit que Tshisekedi n'a pas gagné des élections. Vous ne connaissez pas des partis politiques qui disent que Tshisekedi n'a pas gagné des élections? N'est-ce pas là un discours? Allons voir les choses quand même. Vous comprenez un peu. Et puis, en dehors de ça, lorsque vous êtes en train de dire que non, nous allons demander à ce que Tshisekedi puisse démissionner et tout ça. Mais Tshisekedi va démissionner. C'est lui qui est le commandant suprême pendant cette période où nous traversons la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême démissionne. Qui va diriger la guerre? Ce n'est pas pour faire cadeau à l'ennemi afin d'anéantir tous nos éléments militaires qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une participation. Aujourd'hui, si vous dites que non, voilà, nous devons d'abord... Je prends d'abord cette histoire de dialogue. Vous n'êtes pas avec le Paul Kagame. Vous n'êtes pas avec l'agression rwandaise. Mais vous dites que non, si on dialogue aujourd'hui, demain la guerre va se terminer. Ça va se terminer comment? C'est que vous avez discuté avec Kagame, il vous a dit que non, une fois que vous discutez avec Tshisekedi, vous arrivez aux affaires, moi j'arrête la guerre. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Comment vous allez arrêter la guerre? Regardez comment ils réfléchissent. Non, Tshisekedi va démissionner. J'ai suivi même certaines personnes dire Tshisekedi va démissionner. Or, vous êtes en train de défendre la Constitution. Mais la Constitution que nous avons dit ceci, que lorsque le président de la République est empêché, ou il a démissionné, ou il est décédé et tout ça, c'est le président du Sénat qui prend la relève pour organiser les élections dans les 90 jours. Donc, c'est-à-dire dans 3 mois. Mais dans les 3 mois qu'il faut organiser les élections, nous avons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est qu'une fois que Tshisekedi démissionne, notre armée va chasser dans 3 mois les rebelles et l'armée rwandaise sur notre sol. Et Sama Lukonde organise les élections. Il va organiser avec l'argent. Et puis il va organiser ça comment? Au moment où il y a des territoires occupés. Vous ne voyez pas qu'on est en train de faire tout pour faire passer la logique de l'agresseur en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas des opposants dans ce pays ici. Nous avons des commerçants. Vous comprenez?
Ça, vous ne pouvez pas en douter parce que Sérieux? Martin Fayoulou. Donc, Ça, les ce que j'ai opposants dit, ça sort de la bouche de Martin Fayoulou. Sont qualifiés de commerçants. Sont des commerçants. Martin Fayoulou avait dit ici. À la recherche de leur gain. À la recherche de leur gain. Ah, Martin Fayoulou avait dit ici. Daniel Chamala qui le dit sur ce plateau de 120. Je confirme parce que c'est sorti de la bouche de Martin Fayoulou lorsque Moïse Katumbi était parti aux concertations. On lui a posé la question, mais l'opposant Moïse Katumbi, il a dit non, lui ce n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Vous comprenez? Mais c'est celui qui est dans les C64. Ce sont des commerçants. Alors, vous comprenez? Et puis, une chose, vous savez aussi les problèmes qui sont dans les C64, là, c'est quoi? Ils reprochent à ceux qui étaient partis d'avoir bouffé beaucoup et ils ont ramené peu à ceux qui étaient restés. Vous comprenez un peu la logique? Ce sont des gens qui sont à la recherche d'argent, pas autre chose. Vous prédisez ici sur ce plateau, en tout cas, une survie aussi éphémère par rapport à ces groupes. Demain, il y aurait quand même de... Madame, ceux-là qui claqueront. Si vous me ferez grâce d'avoir une invitation prochainement, je vous vous dirai effectivement que vous avez suivi ce qui s'est passé. C'est une histoire qui est en train de s'éclater. Bon, on garde la vidéo, on garde l'image. Ici, il y a Epenge, il y a Bolondjoa, il y a président Kinana, il y a Sesanga, il y a tous ces gens-là. Chacun parle de sa manière. Vous comprenez? Chacun parle de sa manière. Il commence déjà à se reprocher le fait qu'on ne respecte pas les textes qui organisent leur regroupement politique. Vous comprenez? Il reproche déjà aux autres d'avoir pris l'allure des présidents de ce mouvement-là, alors que il s'était entendu que la conférence des présidents doit d'abord bénéficier la primaire de toutes ces informations. Oui, alors, puisque vous le dites, vous avez présenté l'opposition qui ne pèse pas. En tout cas, c'est ce que Maître Daniel Chamala a dit sur ce plateau, que l'opposition ne fait pas le poids face au régime Tshisekedi. Mais bizarrement, cette opposition annonce une mobilisation le 22 juillet prochain. L'Union sacrée, elle aussi, annonce la sienne. Tendons-nous vers un bras de fer politique qui se profile autour de cette mobilisation et bon, autour de la date du 22 juillet prochain? Madame, vous savez, il y a la différence entre le sitting et la marche. Vous comprenez? La ville morte, sitting et marche. Ce sont trois concepts différents. C'est connu. Voilà. Et ces trois concepts, en République démocratique du Congo, nous exploitons ça et nous pouvons donner des éléments qui attestent effectivement la réussite ou l'échec ou quoi que ce soit. Je prends d'abord la marche proclamée pour le 8 de l'opposition C64. On recule, on fait quand même quelque part en arrière. Quand ils ont proclamé cette date du 8, ils se sont rendus compte effectivement de l'échec parce qu'ils n'étaient pas à mesure de mettre 1000 personnes sur la route de Kinshasa. Il y a quand même ben de sang. Il y a eu ben de sang. Le 8, non, le 8 juillet. Le 8 juillet, non. Là, on parle le 8 juillet. C'était la journée l'appel à la ville morte. D'abord, le 8 juillet. Le 8 juillet, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas à mesure de mobiliser 1000 personnes sur les rues de Kinshasa, ils ont profité 2 invitations seulement. 2 invitations de Ndayishimiye pour partir à Bujumbura et annuler la marche. Est-ce que la marche allait être faite seulement par ceux qui étaient partis là-bas, ou bien la marche allait être faite par l'opposition, par la population qui est derrière eux? Et parce qu'ils voulaient bien être sur place, et bien bon, voilà, maintenant, ils se sont cachés derrière les invitations du président Ndayishimiye. Ils ont dit, nous avons annulé la marche. En politique, c'est déjà un échec. En politique, c'est déjà un échec. Vous comprenez? Qui sait si c'était la stratégie de l'Union sacrée pour faire annuler cette marche-là, à cette date-là? Donc l'Union sacrée est derrière l'invitation à Bujumbura. C'est de la politique. C'est de la politique. Donc l'Union sacrée est derrière l'invitation à Bujumbura. Mais comment? Comment vous allez inviter les citoyens d'un autre État sans que leur président soit informé? Et du coup, ils étaient en cours d'une activité. Voilà. Du coup, ils étaient en cours d'une activité. C'est une stratégie aussi de l'Union sacrée de faire échouer cette marche-là. Maintenant qu'ils ont proclamé le 22. Voilà maintenant. Le gouvernement dit ceci. La date du 22 n'est pas une date spéciale et tout ça, tout ça. Nous allons accompagner. Vous comprenez? Nous allons accompagner. Alors que pour la date du 8, il y avait même des interdictions.
Et ils ont dit non, 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 nous avons bravé la peur, nous allons marcher et tout ça. Mais pour le 22, on a dit bon, ça va. Comme vous persistez à marcher, nous allons vous accompagner et la police va sécuriser les marchands. Parce que ce sont des Congolais qui vont marcher. Et la police a la mission de sécuriser la population et leurs biens. Cette population qui va marcher sera sécurisée par la police. Vous comprenez? Vous verrez s'il y aura 1000 personnes sur la route derrière ces leaders-là qui étaient bien de l'autre côté pour dire que non, voilà, nous avons marché. C'est bon. Donc, ce sont des choses, même s'ils persistent, et vous savez pourquoi ils persistent? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont échoué à Bujumbura, ils ont été grondés comme des petits enfants, comme je venais de dire ici. On les avait dit, faites attention, vous voulez renverser les institutions légitimes, il n'y aura pas des exilés ici. Le président burundais a dit qu'il n'y aura pas des exilés politiques ici. Parce que vous allez commencer des ordres chez vous pour fuir, venir vous cacher ici. Il n'y aura pas des exilés politiques. C'était maître Dani Chamala sur le plateau de 120 comme invité pour ce lundi 13 juillet. Nous retenons que la coalition C64 ne tient qu'à un fil. Et donc pour dire que... Ils n'ont que 72 heures. Vous rajoutez encore. Oui. Donc, pour dire que prochainement, il y aura des fissures et des claquements de porte qui s'annonceraient. Vous savez, et souvent, quand ils organisent les marches comme ça, l'argent de la mobilisation est détourné par tel ou tel autre, et c'est là que les problèmes commencent. Vous affirmez aussi sur ce plateau que l'opposition est à la recherche de ses gains. Oui. En tout cas, ils travaillent pour soi, ce sont des intérêts égoïstes. Et donc, le dialogue est plus pour un intérêt égoïste que pour la nation. Mieux vaut la tenue du référendum. C'était donc Dani Chamala invité sur ce plateau de 120. Avec lui, nous avons échangé sur cette thématique au bas de vos écrans. Ainsi dit, nous allons passer à un clip du jour, question de vouloir prendre une petite pause et annoncer le deuxième groupe qui doit être avec nous sur ce plateau. C'est un groupe de jeunes avec qui nous allons discuter sur l'Académie des jeunes scientifiques Angers et Perspectives. Prenons ce clip du